La défense aérienne du territoire est prioritaire et permanente. Et pour cause, on compte chaque jour près de 15 000 survols en France. Plus de 1400 aéronefs peuvent y transiter simultanément. Cette densité de trafic implique une surveillance H24 et 7 jours sur 7. C'est le rôle de la posture permanente de sûreté aérienne. En métropole, 4 centres de détection et de contrôle disposent d'un véritable réseau maillé constitué de 90 radars civils et militaires. Près de 960 spécialistes de l'armée de l'air ont pour mission de détecter et de classifier les aéronefs. Chaque année, une centaine d'interventions est nécessaire. Une chaîne décisionnelle interministérielle peut donner l'ordre d'identifier, d'intercepter, d'assister chaque avion, voire de neutraliser toute menace venue du ciel. La PO, ou permanence opérationnelle, en est le bras armé. Plusieurs chasseurs sont en alerte et doivent décoller sur ordre en quelques minutes seulement. Drachenbraun, proche de Strasbourg, est l'un des 4 centres de détection et de contrôle français. Et c'est d'ailleurs en Alsace que la défense aérienne est imaginée pour la première fois. 1940, la ligne Maginot est le théâtre de bombardements incessants. Le long du Rhin, les structures de béton abritent des milliers de soldats. Leur mission est de repousser l'offensive allemande. Mais leurs efforts sont vains. Les stratèges militaires du Troisième Reich contournent l'obstacle infranchissable. Un règne de terreur commence. À la Libération, la France prend conscience que l'intégrité de ses frontières passe par la modernisation de son armée. La toute récente armée de l'air se tourne vers l'avenir. Le progrès industriel entraîne l'apparition des premiers réacteurs, l'aviation connaît un essor fulgurant. Et c'est logiquement que les moyens de détection évoluent. Dans un climat de guerre froide, il devient essentiel d'observer le ciel en permanence. La défense aérienne est née. Le Horwald est l'un des ouvrages de la ligne Maginot. Il est choisi en 1952 pour accueillir le centre de coordination du trafic aérien. Sa situation géographique privilégiée en fait un site idéal. Mais ce n'est pas son seul atout. On profite de ce qui a été construit il y a plus de 70 ans pour continuer à faire vivre une base aérienne qui a été implantée ainsi dans les années 56, en profitant justement des structures de la ligne Maginot pour mettre à l'abri ses personnels. La mission de la base aérienne 901 est d'assurer la circulation des aéronefs militaires. Benoît est spécialiste 32 au sein de l'armée de l'air. Il est contrôleur aérien. Au départ, je voulais être mécano-avion. Et ils nous ont fait une présentation de toutes les spécialités sous-officiers qui existaient. Et comme j'avais plusieurs choix, dont contrôleur aérien, et la présentation m'avait plu, donc je me suis dit, bon bah, ça a l'air plutôt intéressant, je vais me lancer là-dedans. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le contrôleur aérien, mais j'y pensais pas du tout avant. Une nouvelle journée commence, une journée pas comme les autres, et c'est son quotidien. Tous les jours sont différents en fait. Quand on se lève et qu'on part au boulot, on ne sait pas ce qui va nous arriver. On ne sait pas combien d'avions on va avoir à contrôler, les types de missions à faire. Tous les jours, ça se renouvelle et c'est justement ça le plus intéressant dans ce métier, quoi. C'est que c'est l'inattendu. Parmi les différents centres de contrôle français, certains ont une particularité, le travail en sous-sol. Chose que l'on oublie vite avec le temps. Pendant la formation, on dit voilà, il y a certaines bases qui vont être enterrées. On ne se rend pas bien compte, on ne sait pas exactement comment c'est la vie tous les jours là-dedans. Alors les premiers jours c'est un peu impressionnant, un peu déroutant, mais à force d'y travailler, on s'adapte et on n'y pense plus, quoi. À l'heure de l'embauche, c'est le chassé-croisé au portique. Ici, pas de silence radio, les opérateurs restent à l'écoute 24 heures sur 24. C'est le cas notamment du commandant Bernardo. Cette nuit, il assurait l'alerte au centre de coordination et de sauvetage. Cellule annexe à la salle de contrôle, elle est indispensable à la chaîne des secours des aéronefs en détresse. Lors d'une opération ou d'un crash aérien, le centre de coordination et de sauvetage, c'est le point central à faire. Toutes les informations vont converger vers le CCS pour que l'on puisse déterminer de manière précise la zone probable d'accident et pouvoir ainsi faire converger
l'ensemble des moyens et des secours dans le but de sauver des vies le plus rapidement possible. La fréquence pour la zone de Drakenbrunn est de 6 à 700 alertes par an. Une trentaine d'opérations nécessitent la sortie des secours. On dénombre 4 à 6 accidents réels sur l'année 2011. On pourrait en tirer une certaine fierté, c'est surtout de la satisfaction quand l'ensemble des gens qui travaillent au RCC, plus les civils des préfectures, des pompiers et des gendarmes, s'unissent pour retrouver le plus rapidement un appareil accidenté, et surtout quand on peut sauver des victimes. Oui. 8 heures. Comme chaque matin, le briefing renseigne le personnel sur l'activité de la journée et la météo de Riesling, zone couverte par les opérateurs de Drakenbrunn. Elle s'étend sur tout le quart nord-est de la France. Le briefing technique lui permet de se remémorer les différents matériels et moyens militaires. Petite particularité propre au métier, les sorties d'école répondent à la question du jour. Il faut sans cesse entretenir ses connaissances et poursuivre sa formation. Et à tout grade, on y trouve son compte. Quand on rentre tout jeune, sergent dans la spécialité, on sait qu'on va devoir passer des qualifications, des examens. À 20 ans jusqu'à 40 ans, on est dans les bouquins, on est dans la remise en question, on est dans l'instruction, en sachant que lorsqu'on a un examen, on change forcément de qualification, on change de poste. On va dire, on évolue dans la chaîne. Une fois qu'on a toutes les qualifs, on a un peu le rôle d'instructeur, de superviseur. Mon but, c'est de former les jeunes et de bien les former. Leur apporter ce que moi, on m'a apporté pour être à mon niveau. Et donc, c'est ça la motivation. La salle de contrôle. Véritable cœur névralgique du dispositif. Les travées marquent les différents postes de la chaîne de réaction. Ici, chacun son rôle. Une cabine attire le regard. Les élèves qui sont monités, justement, quand ils viennent en salle pour travailler sur du réel, on leur met ça pour dire que c'est la cabine élève. C'est une forme de... C'est très ludique, quoi. C'est pour montrer aussi, voilà, justement, qu'il n'y a pas de stress à avoir parce que c'est vraiment très important d'être concentré. En tant que contrôleur, on débute par une qualification contrôleur opérationnel, c'est la base. Les jeunes élèves sortis d'école sont contrôleurs opérationnels. Ils sont capables d'effectuer des missions simples de liaison, 1 à 2 mouvements. Ensuite, au fil des années et au fil des qualifications, des examens théoriques, on acquiert la qualification de premier contrôleur, où là on accède à différents postes, comme le poste multiservice. On peut également effectuer les phases de ravitaillement en vol. Et ensuite, au terme d'une quinzaine d'années, on passe une qualification de maître contrôleur qui permet ensuite de tenir le poste de chef de section qui chapeaute toutes les positions de contrôle. Donc le maître contrôleur est le chef de tous les contrôleurs dans la travée circulation aérienne militaire. C'est un métier qui se construit sur toute une vie. Maintenant, dans les possibilités offertes aux contrôleurs en deuxième partie de carrière, il y a effectivement la WACS. Donc ça se fait pas forcément dès qu'on entre dans l'armée de l'air, mais ça va relativement vite. Il y a aussi le CDCM pour les gens qui aiment bouger, Centre de détection et de contrôle mobile, dont la mission est de suppléer ou en tout cas de compléter le rôle des autres CDC et d'être prêt à partir n'importe où, n'importe quand. Pour les plus aguerris, c'est le rush. Une BFM, entraînement au combat des chasseurs, est en cours. S'il ne s'agit que d'un exercice, les vols, eux, sont bien réels. L'idée, c'est justement de s'entraîner suffisamment pour ne pas avoir de stress ensuite. Il y a forcément du stress. On est des êtres humains, on n'est pas capable de tout gérer en permanence, instantanément. L'entraînement permet de pallier ce problème-là. Plus on s'entraîne, j'allais dire meilleur on est, mais en réalité plus on s'entraîne, plus on sera prêt à faire face à une situation incongrue. Il y a effectivement un stress qui est plutôt le moteur du personnel, qui va lui permettre d'être vigilant à tout moment et d'optimiser ses performances et ses compétences et ses connaissances et les mettre au profit des équipages militaires. C'est valorisant dans la mesure où on ne connaît pas les missions qui vont être programmées dans la journée, on les découvre au fur et à mesure puisqu'il y a un délai d'1 heure entre la mission et la connaissance de la mission, notamment les phases de ravitaillement en vol, qui sont des phases assez complexes où il faut gérer beaucoup de trafic militaire. Cette opération est préparée avec minutie. Les pilotes établissent un plan de vol depuis leurs escadrons, mais pas sans le soutien des contrôleurs. Avant la mission, c'est très intéressant de savoir ce que le pilote attend de nous, de manière à pouvoir lui fournir le meilleur service possible. Et après la mission, c'est très formateur
de rappeler le pilote, que le pilote nous rappelle, de manière à pouvoir mettre en avant les points positifs et progresser sur les points qui l'étaient moins. C'est une reconnaissance du métier de contrôleur quand le pilote est content du travail effectué. De même, on avance lorsqu'on parle de points négatifs et on n'a pas forcément été à la hauteur. Ça fait partie de la remise en question nécessaire pour toujours être compétent dans son domaine. Les contrôleurs sont à poste. La journée suit son cours. En sous-sol, les techniciens s'affairent. Les moyens de détection et de communication sont indispensables. On parle de maintenance opérationnelle. On va recevoir toutes les informations des radars militaires et civils, que ce soit en basse altitude ou en haute et moyenne altitude, parce qu'il y a quand même une coopération militaire et civile. Donc là, on va récupérer les radars des centres régionaux de navigation aérienne, plus les radars des grands aéroports comme Roissy, Orly, pour les traiter dans nos calculateurs et restituer une image d'une situation aérienne générale pour les contrôleurs. Toujours être présent, à l'écoute justement des besoins des contrôleurs, savoir traiter l'information en temps utile, garder son sang-froid, réagir au mieux et être le plus rapide possible, justement dans ce souci de maintien opérationnel. Sur les bases équipées de pistes, on parle de radars basse altitude. Ils permettent de gérer l'approche des aéronefs. Pour mener à bien sa mission, le centre de contrôle récupère les informations des radars civils et militaires. Aux abords de la base aérienne 901, l'ARES est un radar haute et moyenne altitude. Ici, il faut montrer patte blanche. Du bon fonctionnement de ces systèmes dépend la circulation aérienne. La maintenance des radars se divise en deux parties. Il est important de prévenir tout dysfonctionnement. Et c'est en conduite ou temps réel que les techniciens entretiennent les machines. Lors de panne, on parle de maintenance curative. L'interaction entre les centres de contrôle permet alors d'assurer la permanence. Mais la situation doit être rapidement rétablie. Réactivité est le maître mot. Le contrôle aérien requiert beaucoup de spécialistes et d'installations complexes. L'environnement dans lequel travaillent ces personnels doit être climatisé, alimenté, raccordé. Il y a des gens qui vont permettre d'avoir de l'énergie en permanence. Donc ça, c'est super important. On ne peut pas se permettre d'avoir une coupure, ne serait-ce que d'une demi-seconde pendant qu'on travaille. On a des gens qui vont s'occuper de la radio. Ça a l'air de rien, mais un contrôleur peut travailler sans aucun moyen tant qu'il a de la radio. On est capable, si on n'a que la radio, de dire à un pilote « Attention, j'ai plus rien, il faut vous débrouiller pour rentrer chez vous comme vous pouvez ». En revanche, si on perd la radio, on ne sait plus travailler. Il faut donc contrôler et entretenir un ensemble de gaines de soufflage, de réseaux électriques. L'occasion pour les techniciens d'accéder aux entrailles de l'édifice, comme dans cette galerie baptisée Galerie de Djibouti. Et pour cause, la température s'élève ici à 40 degrés. Les installations opérationnelles, elles ont besoin d'être refroidies en permanence. Pourquoi ? Parce que dans l'ouvrage en terrain, il y a des apports de chaleur, d'énergie. Et toute cette énergie, à un moment ou à un autre, il faut bien l'évacuer à l'extérieur pour éviter que les calculateurs ne chauffent. On va récupérer de l'air extérieur. Cette air extérieure, on va la mettre en condition, c'est-à-dire qu'on va la refroidir, on va la déshumidifier, on va la réchauffer si besoin. Et puis ensuite, on va injecter ça dans les différentes salles où il y a besoin de climatisation. Là où il y aura une coupure de l'électricité de Strasbourg, il y aurait 4 pompes électrogènes de secours d'une puissance de 630 kVA, kW, qui pourraient prendre le relais. Si on est indépendant au niveau énergie, au niveau climatisation, il faut être également indépendant au niveau alimentation en eau du souterrain. Donc pour ce faire, en fait, nous disposons de captage et de forage dans différents endroits du souterrain. C'est-à-dire que nous allons chercher de l'eau à 160 mètres de fond. Et cette eau, on va la retraiter et on va la redistribuer sur tout l'ouvrage en terrain. Et c'est motivant. Vous savez que derrière, il y a des vies de pilotes qui en dépendent. Si vous avez des soucis au niveau électrique, si vous avez des soucis au niveau climatisation, si les calculateurs derrière ils ne fonctionnent plus, le pilote qui sera en l'air, il va naviguer à l'aveugle. Forcément, ça vous donne quand même une part de responsabilité dans ce qui se passe au niveau de la sécurité aérienne. C'est ça, Louis ?
Oui, le CSA écoute. Alors j'ai une piste en provenance d'Allemagne mis en Fox, mais j'ai aucune information dessus. Ok, tu la baptises Fox Hotel, tu regardes dans les plans de vol en attente si tu as aussi un IFF ou un plan de vol correspondant. Et tu te renseignes auprès de Reims. Et bonjour, c'est Loïc Drakenbron. J'ai une petite question. J'ai un appareil sud de Strasbourg, une quinzaine de nautiques en 1162 au transpondeur. J'ai aucune information. Ok, pas de contact. Merci beaucoup. C'est ça, Loïc? Oui, le CSA écoute. Alors pour la piste intermarquée, ce serait un Air France 257. On a 306 minutes pour Paris. Et donc perte de contact radio avec les civils. Ok, tu surveilles son comportement, je rencontre le chef contrôleur. Bien pris. Chef contrôleur du CSA. Oui, j'écoute. Oui, la piste intermarquée provenance Allemagne. Ce matin, un avion de ligne retient l'attention. Le CNOA est immédiatement averti par le chef contrôleur. C'est le centre nerveux de la défense aérienne française. L'ensemble des centres de contrôle y est rattaché. La Haute Autorité de défense aérienne évalue la menace et ordonne les missions d'interception. Sa décision est sans appel. Vous envoyez la PO, vous passez directement à une mesure d'interrogation visuelle, interrogation radio. Oui, la Mike de chef contrôleur. Vous faites une interrogation radio sur 121.5 sur la piste que je vous intermarque. Ouais, la 5, tu m'écoutes? Oui, la 5. Vous allez prendre en compte la PO de Creil, Raglan X-Ray. Vous allez engager la Mike Echo 342. Le chef contrôleur donne les directives au chef contrôleur interception qui a la responsabilité de guider le chasseur. Ok, bien pris. Raglan X-Ray Wrestling, bonjour, identifié radar. Close positive control, transpondeur 74 00. Vous avez décollé pour effectuer des mesures actives de sûreté aérienne sur un appareil. En infraction aux règles de vol, il est également en perte de contact radio. Reçu, Raglan X-Ray, on demande à monter niveau 405 et passer supersonique. Autorisé supersonique par le CNOA, tu notes bien tous les éléments. Sur Raglan X-Ray, vous êtes autorisé à accélérer, rappeler supersonique et Mach Max. Reçu, rappel supersonique et Mach Max. Le Rafale rejoint rapidement le liner. La procédure d'identification commence. Confirmez les éléments de vol. Appareil type liner sur un cap 270, niveau de vol 240, vitesse 342, cocarde française. Confirmez l'immatriculation. Le Fox Golf Delta. Lima Roméo. Ok, c'est très bien. Vous êtes autorisé à vous rapprocher sans mettre en jeu la sécurité de l'aéronef pour déterminer la nature des problèmes. Bien pris. Donc on peut se rapprocher sans mettre en danger la sécurité de l'appareil. Très bien. Vous êtes autorisé à vous rapprocher sans mettre en danger la sécurité de l'appareil. Et visuel sur la cabine avec deux personnes à bord. Le pilote me fait des signes. Visiblement, il a des soucis en panne électrique. Alors le problème semble d'origine électrique. Écoute, je demande au CNOA, je te rappelle pour les instructions. La cabine est tour à tour premier et dernier maillon de la chaîne. Ici, toute communication est répétée, le doute n'a pas sa place. Sur ordre du CNOA, vous passez en assistance en vol et vous faites un arraisonnement de l'appareil sur le terrain d'Évreux. Raglan X-Ray de Wrestling, donc vous passez en assistance en vol, transpondeur 74 01 et l'appareil fait l'objet d'un arraisonnement sur le terrain d'Évreux. Bien reçu, je passe en assistance en vol, je transponde de 74. Mission accomplie. Le chasseur accompagnera l'avion civil jusqu'à son posé, puis repartira en direction de sa base, en attendant le prochain signal. La surveillance aérienne est en perpétuelle évolution. Un projet de longue date se réalise dans le temps. L'objectif est de partager les informations radar et les communications à l'échelle européenne. Les opérateurs de Drakenbron mutualisent déjà leurs ressources avec les pays frontaliers. Chaque année, l'armée de l'air surveille un trafic aérien en perpétuelle augmentation. Un véritable engagement et une grande fierté pour les acteurs de la défense aérienne.